Camarades, le podcast. Premier podcast avec des débats et des discussions entre camarades de toute la gauche. La camaraderie nous invite à discuter, à parler ensemble, dans la franchise et dans le respect. Bonne écoute. Camarades, épisode 6 aujourd'hui. Je suis très heureux de revenir pour ce nouvel épisode et on va parler de jeunesse, de précarité étudiante. C'est vraiment un sujet d'actualité en ce moment. Et avec moi aujourd'hui 2 camarades, peut-être 3, on verra si une troisième personne nous rejoint ou pas, j'espère que oui. Avec nous aujourd'hui, Sarah, engagée à Place Publique. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci d'être là. Et Romain, engagé auprès du Parti Socialiste. Dans l'Hérault notamment, j'espère qu'on parlera ensemble, de gratuité des transports en commun parce que je sais que Montpellier est à l'avant-garde pour cela et c'est aussi une action en faveur de la jeunesse. Bonjour Romain. Bonjour, oui, on y viendra sans doute. Alors on va commencer directement et c'est un petit peu le rituel, on fait un petit peu une petite revue de presse en fonction de ce qu'on a à dire dans l'épisode. Et on a 2 sujets à voir ensemble, je veux bien votre regard, votre avis sur le sujet. Le premier sujet, ça a fait le tour des médias, on en a parlé à la télé, à la radio et dans les journaux. C'est le suicide d'un ado à Poissy suite à du harcèlement scolaire et tous les médias ont titré à peu près la même chose. C'est la mauvaise prise en compte du harcèlement scolaire, ça a été aussi la lettre du rectorat, on l'a vu passer, ça a été l'alerte de la famille et ça a été une main courante déposée, entre autres, j'invite les auditeurs à regarder un petit peu ce qui s'est passé. Ça démontre très certainement, et je vous laisse la parole à tous les deux, Sarah d'abord et Romain ensuite, ça démontre quand même notre incapacité à gérer le harcèlement scolaire et le lien avec les familles. Sarah ? Oui, évidemment, c'est un événement absolument marquant et catastrophique et c'est pas le premier. Ça montre qu'on sait pas très bien réagir et moi, il y a vraiment quelque chose qui m'inquiète, c'est la réaction effectivement de la hiérarchie, cette incapacité qu'on a de pouvoir accompagner les familles et les élèves vers des pistes pour avoir une vie beaucoup plus sereine, cette façon d'incriminer aussi les victimes de harcèlement, et puis cette méconnaissance du harcèlement aussi, où on pense encore qu'il y a un harceleur, des suiveurs, et puis que voilà, c'est pas du tout le cas. Il y a quand même des recherches maintenant très précises qui montrent que c'est vraiment un phénomène de groupe, un peu comme un phénomène de foule. Il y a des choses que l'on peut faire, et pour ça, c'est avant tout un accompagnement hyper personnalisé, les méthodes de préoccupation partagée, des choses comme ça. Et quand on a une hiérarchie dans l'éducation nationale qui est complètement coupée du terrain, on a préféré dans l'éducation nationale mettre souvent des responsables qui sont loyaux au ministère plutôt que des gens qui ont vraiment des compétences de terrain. Et ben voilà ce que ça donne en fait, c'est une mauvaise compréhension, une mauvaise relation, une relation qui est absolument déshumanisée et très protocolaire, surtout sur la question du harcèlement scolaire. Là, depuis 1 ou 2 ans, on met en place des protocoles, là où il y aurait besoin de relations humaines avant tout. Romain ? Alors, c'est un drame de plus, et comme chaque drame lié au harcèlement scolaire, c'est un drame de trop, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a pu dire Sarah. La réaction de la hiérarchie est absolument scandaleuse, et on peut pas accepter d'avoir ces situations où des élèves ont peur de parler de situations de harcèlement qu'ils peuvent subir au quotidien ou de façon plus ponctuelle, et on minimise systématiquement quasiment ces situations-là, et on n'arrive pas à prendre en charge ces élèves. Alors il y a un problème au niveau de la hiérarchie, mais il y a également aussi un problème du côté du personnel éducatif, et c'est pas nécessairement de leur faute, mais il y a un manque de formation des CPE, des surveillants quand ils peuvent en avoir, et ainsi que des professeurs pour
mieux gérer ce type de situation, bien qu'il y ait eu quand même des avancées ces derniers mois. Je pense qu'il faut les saluer, notamment le fait de désormais sanctionner en écartant le harceleur et en le mettant dans un autre établissement scolaire, plutôt qu'en sanctionnant le harcelé comme c'était le cas auparavant. Tout à fait, même si on a le sentiment des fois que les choses ne vont pas assez vite. On pourrait passer un peu plus de temps, peut-être qu'on y reviendra dans le reste de l'épisode parce qu'on parlera de précarité étudiante, de vie étudiante et de jeunesse et de son avenir notamment. Passons à un autre sujet d'actualité qui a fait un petit peu aussi les titres de quelques journaux et notamment de France Bleu qui met en avant une association à l'occasion de la rentrée, une association à Grenoble qui s'appelle La Bouture, qui agit, très beau nom d'association d'ailleurs, La Bouture, qui agit pour le raccrochage scolaire et qui met en avant une méthode pour faire en sorte que le décrochage scolaire soit le moins impactant dans la vie des jeunes. C'est une association créée en 1996 et qui pointe, qui met en avant une méthode, comme je le disais, qui est de pointer les atouts plutôt que les échecs et redonner confiance aux jeunes en disant que aucun jeune n'est perdu. Sarah, le décrochage scolaire, c'est aussi quelque chose contre quoi il faut lutter, il faut mettre les moyens sur ça. Le décrochage scolaire, d'abord, la France n'est pas du tout le champion du décrochage scolaire. C'est peut-être déjà la première bonne nouvelle. Par contre, effectivement, là, il y a encore quelque chose qui est de l'ordre. On ne peut pas bricoler. Comme on le voit un peu pour le harcèlement, parce que écarter le harceleur, ça vient d'une conception, par exemple, un peu ancienne, qui est qu'il y a un harceleur. Mais c'est la même chose pour le décrochage scolaire. Le décrochage scolaire, c'est vraiment une question structurelle. Et ce que dit cette association quelque part, c'est qu'il faut un regard positif sur l'élève. Et ça, c'est le plus gros défi de notre école aujourd'hui. Nos élèves, ils sont malmenés actuellement. Ils ont un parcours scolaire qui est ultra stressant, contrairement à tout ce qu'on dit. En plus, on leur dit que le niveau baisse et qu'ils sont bien moins bons qu'avant. Et donc, on met les jeunes dans des situations ultra compliquées émotionnellement face à l'école. Et je pense que la première des choses à faire, c'est rendre aussi ce système un peu plus humain. Et peut-être qu'on aura moins de cas de décrochage si on procède comme ça. Après, qu'il y ait des assos qui réagissent, c'est super bien évidemment, mais on peut pas les laisser seuls. Il faut vraiment un travail de fond derrière. Romain, comment tu vois la situation? Est-ce que toi tu as eu affaire à dans des amis, des camarades de classe, ou même toi, est-ce que tu as dû remonter la pente suite à certaines difficultés? Alors pour être tout à fait honnête, j'ai pas forcément trop connu ce genre de situation à titre personnel ou dans mon entourage, mais effectivement il faut aller vers des parcours beaucoup plus personnalisés et l'existence de ce type d'association est formidable, mais quelque part ça nous interroge sur l'incapacité que les différents gouvernements, y compris certains gouvernements socialistes, ont eu pour lutter contre le décrochage scolaire et de façon plus générale pour aller vers une situation où on serait un peu plus proche, bien que c'est un idéal, ça n'existe pas, d'égalité des chances. Et je pense qu'on peut saluer, pour lutter contre le décrochage aussi, les actions des collectivités territoriales, que ce soit des communes, des départements ou des régions. Et par exemple, à Montpellier, on a quelque chose de formidable qui est fait, c'est le soutien scolaire public, gratuit et laïque. Et ça, c'est formidable parce que les inégalités aussi, elles se creusent aussi en premier lieu, même à la maison. J'ai été personnellement bénévole à la FEV, qui a pour mission notamment d'accompagner des jeunes dans des quartiers difficiles pour faire de l'accompagnement personnalisé, de l'aide aux devoirs, de la prise de confiance. Et à Montpellier, on a la chance, mais c'est aussi le cas dans bien d'autres endroits en France, d'avoir ces dispositifs qui sont là, qui sont mis en place par les collectivités et qui permettent d'avoir un accompagnement plus proche avec des groupes réduits entre les enseignants et les élèves. Et ça permet aussi, je pense, de retrouver une meilleure relation, une relation de confiance entre personnel éducatif et enfants. Je te laisse la parole encore un petit peu, Romain, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, notamment sur les collectivités locales. Tu crois que les actions des collectivités locales, on a un petit peu la réponse, sont beaucoup plus adaptées, efficaces que ce qui peut venir du national avec des strates énormes et que les effets ne se voient pas immédiatement. C'est ça que tu dis? Oui, bien sûr. Et puis les exemples manquent pas. Aussi, il y a une autre forme de violence
que subissent souvent les élèves, c'est celle de l'orientation. Parce qu'en réalité, en France, on n'a pas de vrai service public de l'orientation. Et souvent, on a un conseiller d'orientation qui peut faire même plusieurs établissements et qui ne peut pas rencontrer chaque élève. Eh ben, la région Occitanie, par exemple, a mis en place il y a quelques mois de cela un dispositif qui s'appelle le camion de l'orientation et qui fait le tour des lycées pour avoir cet accompagnement personnalisé, que le temps de quelques jours dans chaque lycée, il y ait un nombre de personnel beaucoup plus important que le reste de l'année pour accompagner les élèves et leur présenter les différentes solutions sans jamais les stigmatiser. Très intéressant ça. Est-ce que Sarah, tu as le sentiment aussi qu'il peut y avoir une précarité d'orientation ou d'accompagnement personnalisé? Bien sûr, la précarité, la première chose, la précarité, c'est l'instabilité, c'est l'insécurité pour les jeunes. Et cette précarité et cette instabilité, elle se manifeste dans les parcours des élèves. Ce que peut-être je voudrais dire moi, c'est que là, on peut faire le lien entre les trois sujets qu'on a déjà abordés, le harcèlement, l'orientation, le soutien scolaire. Tout ça, c'est des réponses de après-coup, on a envie de dire. C'est quand il y a la difficulté, oui, il faut que les collectivités soient là pour répondre aux difficultés, que les assos soient là pour répondre aux difficultés. Mais quand est-ce qu'on pense en profondeur le système pour qu'il soit beaucoup plus protecteur, pour que nos établissements, nos écoles soient protecteurs pour les élèves et leur offrent tous ces moyens-là. C'est systémique, tu veux dire? Ouais, je pense vraiment. Alors, moi, je trouve ça formidable, le camion de l'orientation, toutes ces assos qui proposent du soutien scolaire. Tout ça, c'est des très bonnes initiatives et évidemment qu'on en a besoin. Mais ça ne peut être qu'en complément d'une action beaucoup plus forte, beaucoup plus pérenne, beaucoup plus pensée, beaucoup plus structurée pour un système scolaire qui cesse d'abîmer nos élèves, qui cesse d'abîmer les parents aussi, et puis ses professeurs aussi, et ses enseignants, son personnel. Je mets aussi dans le personnel les infirmières, les ATSEM et les AESH. Donc, véritablement, comment faire un système protecteur? On parle même plus de prévention, maintenant c'est fini, c'est toujours le punitif, le soutien, mais il y a besoin d'un environnement qui est créé, un climat qui permet à nos élèves et aux jeunes de pousser, de grandir dans de bonnes conditions, dans une atmosphère beaucoup plus préservée que ce qu'ils vivent actuellement. Bon, ouvrons un chapitre très important et je veux vraiment qu'on prenne le temps d'en débattre pendant une vingtaine de minutes si vous êtes d'accord. C'est ce qui a fait bondir énormément de gens, des jeunes et des moins jeunes. C'est le fait de savoir qu'aujourd'hui, énormément d'étudiants, sautent un repas par jour. Il y a un pourcentage, il faut que je le retrouve. On peut essayer de retrouver ça assez rapidement. Un repas par jour sauté, c'est énorme. Ça veut dire un repas sur 2 par jour. Précarité étudiante, c'est le symbole de quelque chose. Parallèlement à ça, il y a les Restos du Cœur qui alertent sur aussi la non-possibilité de fournir des repas à tous. Est-ce qu'on abandonne nos jeunes? Est-ce que, et j'ai envie de pousser la chose un peu plus loin, est-ce que ce qu'on sait, c'est pas la face visible de l'iceberg? Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas une précarité étudiante liée à l'économie, liée à la sexualité, liée à la formation? On en parlait un petit peu. Voilà. Est-ce que le tableau n'est pas plus noir encore que ce que nous savons? Romain? Alors oui, les chiffres sont éloquents. On est dans une situation où les Françaises et les Français, de façon générale, font face à l'inflation. Et les étudiants, qui étaient déjà précaires, tombent dans des situations, du coup, d'hyper-précarisation, où ils doivent, et c'est terrible, et c'est le quotidien, hein. Moi, je l'entends de la part de certains de mes camarades de promo, qui disent que, là, en cette période, ils doivent choisir entre sauter un repas ou avoir des loisirs. Ou alors, l'hiver, puisque les prix de l'énergie augmentent aussi de façon considérable, doivent choisir entre se chauffer ou avoir tous leurs repas. Et cette situation elle nous oblige aussi. Il y a les associations, les étudiants, souvent même eux-mêmes, qui doivent organiser depuis le Covid, bien que ça existait déjà avant, des collectes alimentaires pour que les étudiants puissent survivre, parce qu'ils en sont à ce point-là. Et cette situation d'hyperinflation, elle touche particulièrement les étudiants.
Parce que, par exemple, sur cette année, en province, on a eu une augmentation de 14% sur les frais fixes de rentrée qui étaient déjà extrêmement élevés. Alors ces chiffres, ils viennent d'une étude très complète qui a été menée par l'UNEF. Et en province, on est à plus de 2 950 € en coût moyen pour une rentrée scolaire. Ce qui veut dire que la plupart des étudiants n'ont pas les moyens d'assumer. Enfin, c'est soit ils s'inscrivent à l'université, soit ils mangent à leur faim. C'est terrible parce que ils n'ont pas leur destin en main. Ils peuvent choisir, mais leur choix d'études les contraint à devoir renoncer à juste vivre correctement. Alors, je viens de regarder, 46% des étudiants ont déjà sauté un repas. Au niveau des Français, c'est 42%. Donc, 46% d'étudiants, 42% de Français. C'est quand même assez énorme. Sarah? Ouais, moi je pense la première chose d'abord qui est à dire, c'est que cette précarité, elle se traduit de plein de façons différentes. Effectivement, il y a la question financière, hein, la question de manger, il y a la question aussi derrière de se soigner, d'avoir un accès aux soins, hein, on le sait aussi. Les jeunes aujourd'hui ont un accès aux soins très compliqué, et en particulier les jeunes dans les zones rurales. La question du logement qui est hyper discriminante, la question aussi des souffrances psychologiques, et là moi ça me hérisse le poil quand j'entends parler de méritocratie ou de choses comme ça, parce que je me dis que quand on a du mal à soigner, quand on a du mal à manger, quand on a du mal à se loger, et quand on est en souffrance psychologique, ben on n'est pas disponible tout à fait pour les études comme un jeune qui est très entouré et financièrement et par sa famille, par son milieu social. Donc ça, c'est pour moi la première chose qu'il faut qu'on ait clairement en tête. La deuxième chose, c'est de quel jeune on parle. Parce que là aussi, dans la jeunesse, il y a des inégalités qui sont criantes en fait. Des inégalités entre les diplômes, entre les diplômés et les moins diplômés, entre certains diplômes, les filières sélectives, et puis des étudiants, et on le sait, par exemple les étudiants en lettres, langues, sciences humaines, en général il y a un taux de précarité beaucoup plus fort. D'ailleurs, entre parenthèses, ce sont souvent des filières ultra féminines. Mais bon. Donc il y a des jeunesses qui subissent des difficultés, qui pour certaines vivent des discriminations. Je repense aux discriminations territoriales, mais quand on habite dans le centre de Paris ou de Bordeaux, et que sa famille habite dans le centre de Paris, Bordeaux ou Marseille, c'est pas tout à fait la même chose que quand on habite au fin fond de la campagne et qu'il faut payer en plus un logement, qu'il faut s'acclimater à un autre endroit, où on est éloigné de ses proches, etc. Donc là, il y a vraiment des inégalités. Et on se retrouve avec des jeunesses qui n'ont plus d'univers commun, en fait, qui vivent dans des mondes complètement séparés. Et ça, c'est un problème démocratique derrière aussi. Donc tout ça, ça doit être absolument repensé. Là encore, on peut pas être sur du coup par coup, à coup de mesurette. Ça doit vraiment être quelque chose qui doit être repensé complètement. On pourra peut-être en reparler aussi après. Romain, par rapport au fait que le gouvernement, en tout cas la majorité relative, ait refusé le repas à 1 €. Pour tous, hein, pour tous. Oui, alors pour remettre dans le contexte, il y a quelques mois, lors de la niche parlementaire du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Fathia Keloua-Hachi, députée de Seine-Saint-Denis, avait fait la proposition de loi de remettre en place le repas à 1 € pour tous, puisque rappelons-le, c'est le gouvernement lui-même qui avait mis en place l'universalité de la mesure lors de la crise sanitaire, et qui l'a ensuite supprimé, ce qui d'ailleurs est très violent, puisque on s'était aperçu en termes de statistiques de fréquentation des Crous que dès lors qu'ils avaient repassé le repas à 3,30 € pour les élèves non boursiers, la fréquentation avait chuté, et les files d'attente pour les distributions alimentaires ont encore grandi. Et en plus, on les a entendus dire que oui, mais un enfant de milliardaire ou de millionnaire n'a pas besoin du repas à 1 €. Oui, mais déjà, c'est rare de voir des enfants de millionnaires au Crous pour fréquenter le Crous. Et ensuite, on a en fait en France peu d'étudiants boursiers. Le système de bourse, il représente à peu près, enfin, il y a à peu près un quart des étudiants qui bénéficient d'une bourse, et parmi ce quart, la moitié
perçoivent moins de 200 euros par mois donnés par l'État. Et il y a des étudiants qui ne sont pas boursiers, qui sont aussi dans des situations de précarité. Et alors là, ils disent que ils peuvent bénéficier aussi du repas à 1 euro sur demande, mais la réalité, c'est que déjà, beaucoup d'étudiants ne connaissent pas le dispositif. Et en plus de cela, ça demande des démarches administratives supplémentaires. Et comme les Crous sont souvent en sous-effectif dans leur administration, ils ne parviennent même pas à répondre à l'ensemble de ces demandes. Sarah, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce sujet-là? Ouais, je veux bien rebondir sur juste les bourses. Il faut quand même savoir que les bourses sont plutôt moins élevées que dans les autres pays européens. En France, elles sont aussi, comme le disait Romain, beaucoup moins distribuées en fait. Que les jeunes, et pas que les étudiants, mais les jeunes qui ont commencé, qui sont entrés dans la vie active avec peu de diplômes, il n'y a pas de RSA non plus. Et que donc, encore une fois, quelque part, ce sont les plus touchés par les difficultés sociales et financières qui sont aussi les moins aidés. Et ce que Romain dit est absolument très juste sur la difficulté pour les jeunes d'avoir accès aux aides, même aux aides pour lesquelles ils pourraient avoir des droits, parce que il y a un système d'accompagnement qui est absolument inexistant en fait. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Après, on pourra certainement reparler de d'autres choses, mais à mon avis, il y a un autre point qu'il faut absolument considérer dans la question de la précarité des étudiants, c'est la question de l'enseignement privé supérieur aussi. Est-ce que ça coûte? Romain, est-ce que tu as le sentiment aussi que les associations étudiantes, qui sont quand même assez présentes, ne sont pas assez écoutées ou entendues dans les propositions qu'elles pourraient formuler? Je pense que elles sont écoutées par la gauche, pas par le gouvernement, hélas. Et puis même pour revenir sur la question du repas à 1 euro et du caractère qui, je pense, devrait être universel de ce dispositif, ça pose, je pense, même de façon plus large, la question en fait du consentement à l'impôt. C'est que on entend beaucoup en France, que ce soit du côté des parents ou des étudiants, et puis après quand ils arrivent dans la vie active, se disent oui mais je paye beaucoup d'impôts, mais je n'en bénéficie jamais. Et c'est pour ça que je pense que ça serait très important, ça serait primordial que sans forcément parler de rendre universel par exemple une dotation unique, mais de faire en sorte que on élargisse considérablement et pas de façon marginale comme l'a fait le gouvernement les critères d'attribution des bourses pour que l'on puisse y inclure les enfants issus des classes moyennes qui ne vont pas au Crous et qui du coup en plus ne participent pas à un espace qui pourrait être un espace de mixité dans l'enseignement supérieur, puisque le repas coûte aussi cher ou voire plus cher que ce qu'ils peuvent se préparer eux-mêmes. Merci Romain, très heureux d'accueillir avec nous Nadia qui prend le train en marche, si je peux utiliser cette expression, et qui était ce jour d'enregistrement dimanche 17 septembre à la fête de l'UMA. Donc merci Nadia déjà d'être présente. On est en train de parler de précarité étudiante avec des situations catastrophiques. Quel est ton regard par rapport à la situation actuelle, notamment par rapport à ces jeunes qui sautent un repas par jour? Bonsoir Romain et bonsoir Sarah, je suis contente de vous rejoindre et effectivement je viens tout juste de sortir du train. Alors pour parler un peu du sujet, évidemment moi ça m'atterre, et puis je suis encore étudiante donc je me sens concernée aussi mais les chiffres qui sont sortis là récemment, bon après c'est pas nouveau mais c'est affligeant quoi, et oui les assos étudiantes ça fait des années qu'elles alertent sur le problème et en fait le problème est en hausse et le gouvernement n'agit pas, et même le gouvernement se vante de chiffres par-ci par-là, mais en fait ce sont des chiffres assez faciles à débunker. Et oui Romain, je t'entendais parler d'une réforme potentielle du système de bourse pour inclure les classes moyennes, et je suis tout à fait d'accord, et c'est un peu ce que prône le gouvernement, ça fait des années qu'ils en parlent, sauf que en fait on ne voit pas du tout l'arrivée de cette fameuse réforme, et c'est encore une fois que de la com quoi, et pour le moment en fait l'urgence est là quoi. Comment tu sens les choses, toi personnellement, si tu acceptes de nous en parler, et autour de toi avec des camarades ou des amis à l'école, comment vous sentez les choses? Sauter un repas par jour, vous êtes obligé de faire des choix, vous vous sentez abandonné, quel est le ressenti un petit peu?
Moi, personnellement, oui, mais déjà arrivé de sauter des repas, mais pas de manière volontaire. Enfin, c'était plus, je sautais des repas et je me disais, bon, bah, ça, enfin, c'était plus, enfin, c'était pas voulu, c'est plus, je me laissais traîner, mais je me disais quand même, bon, bah, ça fait toujours des économies, mais même, enfin, en fait, au quotidien, quand on fait ses courses, c'est insupportable. Enfin, quand on a un budget étudiant et on se retrouve à faire des choix, enfin, venant d'un milieu populaire, j'ai toujours appris à comparer les prix. Et donc, en fait, je le fais toujours, quoi. Je le fais toujours, et on est toujours obligé de faire des choix entre les produits. On peut pas toujours faire des choix de qualité. On prend les produits les moins chers, et là, on le voit bien. Enfin, les stats le montrent, et les études le montrent. Les étudiants se tournent de plus en plus vers du hard discount. C'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus le cas. Et c'est insupportable, quoi, de devoir faire un choix entre une alimentation de qualité et une alimentation qui nous permet juste de nous nourrir, quoi. Oui, c'est très juste, et je vais laisser la parole à Sarah pour réagir sur ce point. Ce que disait Sarah tout à l'heure, qui était assez évocateur de la situation actuelle, les gens qui sont déjà dans la précarité, aujourd'hui le sont encore plus, c'est ça? Oui, évidemment, excuse-moi. Évidemment, les écarts se creusent, hein, comme partout en fait, hein, et il y a des écarts vraiment très importants entre les jeunes en fonction de leur diplôme et le territoire, et notamment le territoire. On n'en parle pas assez des inégalités territoriales, mais véritablement c'est une grande question. Quand en plus d'avoir à payer son école et sa nourriture, on a aussi à payer son logement, qu'on n'a pas papa et maman pour faire à manger le soir, c'est vraiment, ça peut être vraiment très compliqué, et ça ajoute à la difficulté. Et les jeunes des zones rurales ne sont pas plus aidés que ceux des zones urbaines. Donc il y a vraiment un problème qu'il va falloir voir en face. Et puis l'autre chose aussi, que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, qui creuse encore la difficulté des étudiants, c'est la question aussi de l'enseignement privé et de ce que certains grands groupes financiers, je pense à Galileo par exemple, voient chez les étudiants comme une manne financière, comme un trésor financier qu'on peut avoir voilà, sous la main, hein, et qui rendent les études ultra chères, les frais d'inscription. Et alors on voit tout plein d'écoles, je pense à le MC Lyon ou des choses comme ça, qui disent oui mais regardez, on prend des étudiants boursiers. Bah très bien, mais les bourses des étudiants, elles sont pas faites pour payer des grands groupes en fait. Elles sont là pour que chacun puisse manger, pour que chacun puisse se loger et vivre à peu près décemment, pas pour payer des grands groupes, des fonds de pension canadiens par exemple, ce qui est le cas chez Galileo, qui est d'ailleurs aussi actionnaire de Orpea. C'est rigolo. Voilà. Nadia, si tu veux réagir? Ouais, je me permets de réagir, et ce que tu dis, Sarah, c'est très juste. Enfin, moi, à titre personnel, je suis en école de commerce, et du coup, école privée qui coûte très 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 cher. Et en fait, quand j'étais au lycée, on m'a dit fais une prépa et ensuite fais une école de commerce, tu verras, toutes les portes te seront ouvertes. Et c'est vrai que c'est un moyen de connaître un transfuge de classe, mais ça coûte hyper cher en fait. Et j'ai été très embêtée en fait au moment de mon inscription, parce que pour vous donner un ordre d'idée, c'est 15 000 euros l'année. On paye ça, on paye 3 années, donc ça fait 45 000 euros. Là, entre-temps, le prix de ces écoles ont augmenté, on est plus sur du 50 000 euros. Et en fait, c'est un énorme frein pour les personnes issues de milieux populaires, parce qu'on se dit, mais en fait, comment je vais endosser cette dette? Il n'y aura pas papa-maman pour me la payer. Et oui, c'est vecteur d'inégalité. Moi, à titre personnel, j'ai dû contracter un prêt qui était parce que je n'ai pas de garant, donc j'ai pris un prêt garanti par l'État. Mais à l'époque c'était 15 000 euros, là maintenant c'est 20 000, mais en fait ça ne suffit pas, ça fait pas 45 000 euros. Et ensuite j'ai fait le choix de l'alternance, mais en fait
moi, j'ai pu trouver des solutions, mais c'est pas le cas de toutes les personnes issues de milieux populaires et qui veulent faire une école de commerce, quoi. Avant de laisser la parole à Romain, et ça c'est très juste ce que vous êtes en train de dire toutes les deux, et qui est aussi un petit peu révoltant d'une certaine façon. C'est-à-dire que y a énormément de jeunes, je lis, on me rapporte, ils me disent qu'ils arrêtent les études, parce que faire des études, ça coûte trop cher. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un boulot, un mi-temps, un temps partiel à côté, et puis finalement ils se rendent compte que même là c'est compliqué de tenir les études. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent les études, ils rentrent sur le marché du travail où ils ont un emploi comme ça un petit peu précaire parce qu'ils n'ont pas de diplôme, de bagages, etc., etc. Et ils abandonnent en cours de route. Et ça, je trouve que c'est à la fois humiliant pour eux et c'est à la fois une façon de leur dire mais les études ça ne sert à rien, n'en faites pas. Or, pour trouver un travail aujourd'hui, il y a énormément d'employeurs qui demandent des bagages scolaires et des diplômes notamment. Romain? Oui, bien sûr, pour les élèves qui viennent de milieux populaires, c'est en quelque sorte la double peine, puisque déjà pour les questions de capital économique et culturel, l'accès aux études supérieures est difficile, mais quand bien même ils arrivent à accéder aux études supérieures, c'est difficile d'y rester. Pourquoi? Parce que ils doivent souvent contracter un emploi salarié à côté. Et on s'en rend compte, beaucoup d'étudiants salariés qui arrivent en L1 à l'université, puisque moi je suis à l'université, donc c'est les situations que je connais, la plupart ne vont pas jusqu'au bout, parce que quand tu as un contrat de 15 ou 20 heures, en plus de tes 15 ou 20 heures de cours et du travail personnel que tu as à produire à côté, c'est un rythme qui est intenable et qui, en plus, nuit à la santé psychologique des jeunes et à ce sentiment que ils n'ont pas d'avenir et que ils ne pourront jamais s'émanciper, ils ne pourront jamais sortir de leurs conditions sociales d'origine. Oui, c'est une humiliation d'une certaine façon. Hein, c'est ça que tu dis, Romain? Oui, oui, tout à fait. Sarah, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, ces jeunes qui lâchent un petit peu ou qui ont le sentiment aussi que la République n'est pas faite pour eux et que il faut rentrer dans le marché du travail, il faut prendre un boulot comme ça et on peut lâcher les études. Nous, enfin je dis nous, et peut-être les gens un peu plus âgés, les adultes, voire les responsables politiques, on n'en parle pas trop de ça quand même, hein. Non, on n'en parle pas du tout, Baptiste, je suis d'accord avec toi, et on parle, ça nous emmerde, la souffrance, en fait, des jeunes, on ne sait pas quoi en faire. Et ça, je pense que c'est un vrai problème. Quand je vais reparler de la méritocratie, quand on entend parler de la méritocratie, ça dit quoi? Ça dit que, en fait, si tu n'y arrives pas, c'est que tu ne mérites pas. Je suis désolée, mais quand on vient de voir ce dont on a parlé là pendant cette demi-heure, ben enfin, la méritocratie, ça marcherait si on avait tous la même chance au point de départ, ce qui est quand même loin d'être le cas. On parle de ceux qui abandonnent leurs études, Romain en a parlé, mais on peut aussi parler de ceux qui ne les commencent même pas. Et là aussi, les chiffres sont ultra alarmants sur les zones rurales, par exemple. C'est-à-dire que quand on habite au fin fond des Deux-Sèvres, on a beaucoup moins de chances de faire des études que si on habite à Lyon. Il y a vraiment des jeunes qui ne commencent pas les études, des jeunes qui les abandonnent, et ça renforce un sentiment qu'on n'a pas sa place dans cette société, qu'on n'est pas méritant, qu'on n'est pas valable. Après un parcours scolaire qui, quoi qu'on en dise, est quand même hyper sélectif. Hein, contrairement à ce qu'on dit, il est quand même le parcours scolaire des jeunes d'aujourd'hui est quand même semé d'évaluations, d'options, de choix dans Parcoursup. Est-ce qu'ils vont être acceptés? Est-ce qu'ils vont pas être acceptés? S'ils sont pas acceptés, mince, ils sont refusés partout, ils sont en liste d'attente. Est-ce que c'est qu'ils valent pas le coup? C'est quoi le truc? Donc il y a quand même quelque chose qu'on a créé qui met en souffrance, à mon avis, les jeunes qui font des études et les jeunes qui n'en font pas d'ailleurs. Et après, derrière, en plus, on entend le discours médiatique qui dit le niveau baisse, tout ça, et tout ça, c'est une petite chanson qu'on écoute en fond, là, c'est un bruit de fond, et qui, à mon avis, rendent les choses encore plus compliquées. Oui, bah, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, et en réalité, il y a des propositions qui sont faites par la gauche, hein. Je pense notamment à l'allocation d'autonomie qui en fait permet d'avoir aux étudiants un revenu minimum qui serait égal
au seuil de pauvreté. Donc en fait, on parle pas de sommes astronomiques, hein. On parle à l'époque c'était 1102 €, donc là maintenant, je sais pas s'il a augmenté, mais il y a un an c'était ça. Et déjà, enfin quand on sait qu'il y a près d'un étudiant sur deux qui est obligé de travailler, déjà, enfin moi je trouve que le chiffre est énorme. En fait, les étudiants n'ont même pas le même temps à consacrer à leurs études. Et en fait, de facto, le taux de réussite de ces personnes-là est plus faible que les autres étudiants qui peuvent consacrer tout leur temps à leurs études. Et donc ça mène à quoi? Soit un allongement de la durée des études, soit un décrochage. Et c'est terrible. Et en fait, les personnes qui se retrouvent en fait à travailler plutôt que de faire des études, en fait, pour moi, c'est même pas un choix, en fait, c'est une conséquence. Et ouais, en fait, c'est juste terrible qu'on en arrive là. Et après, en soi, les étudiants peuvent faire le choix de ne pas faire des études et préférer travailler directement. Mais en tout cas, ceux qui veulent le faire, on doit pouvoir leur permettre de le faire avec des conditions décentes, et arrêter de devoir faire des choix sur tel budget. Enfin, moi je trouve ça assez insupportable. Oui, et tu as raison de pointer ça du doigt. On va rentrer dans une autre partie, peut-être un peu plus politique, mais on va rester quand même sur ce sujet de la jeunesse et d'un avenir incertain. On va se poser la question, qu'est-ce que la gauche peut faire, qu'est-ce que la gauche doit faire pour pallier à ces difficultés de la jeunesse qui subit énormément de choses depuis la Covid. Il faut le rappeler, pendant la période de la Covid, assignation en résidence, des jeunes, ils pouvaient pas sortir, ils pouvaient pas aller à la fac pour beaucoup. Donc, il y a eu aussi une précarité qui a commencé à s'installer depuis ce moment-là. Avant de vous laisser la parole, j'aimerais quand même faire un petit coup de gueule parce que je suis quand même assez énervé et en colère quand on voit tout ce qu'on dit, quand on entend les situations des jeunes et que j'ai lu que Emmanuel Macron lançait une collecte nationale pour sauver les églises. C'était il y a 2-3 jours, il veut sauver 5000 églises, et quand on voit quand même la situation de la rentrée, catastrophique la situation de la rentrée, on a parlé de ce jeune qui s'est suicidé à Poissy, et du manque d'action du rectorat, de tout ce qui devrait être mis en place, quand on voit que un tiers des personnes en situation de handicap sans classe, 13 500 jeunes à la rentrée sans affectation de lycée, on est en droit de se dire, mettre de l'argent pour de la pierre, pour du patrimoine, d'accord, ok, mais est-ce qu'il faut pas non plus faire en sorte que l'avenir soit mieux radieux, c'est-à-dire s'occuper de la jeunesse? Il faut s'occuper des jeunes. Et quand on s'occupe plus du bâti, quand on court après l'extrême droite, etc., on s'occupe pas de la jeunesse. Est-ce que la gauche n'a pas une responsabilité pour être courageuse, pour prendre des mesures peut-être un petit peu radicales? Et je vais laisser la parole à Romain par rapport à ce qui est fait aussi à Montpellier. Mais la gauche, est-ce qu'elle n'a pas une responsabilité pour se tourner vers la jeunesse? Romain? Bien sûr qu'elle a une grande responsabilité. Toutes les grandes conquêtes sociales et sociétales, c'est la gauche au pouvoir qui a permis de les amener. Et aujourd'hui, la gauche est hélas plus au pouvoir à échelle nationale, mais peut mettre en œuvre à échelon local des solutions innovantes qui permettent de compléter certaines solutions qu'on devrait pouvoir, et que je l'espère la gauche pourra un jour mettre à l'agenda. Alors d'abord, il y a la question de la dotation universelle. Alors c'est un débat qui existe encore à gauche. Doit-elle vraiment être universelle ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'elle ne peut pas se suffire à elle-même. Et elle doit s'accompagner d'autres dispositifs. Par exemple, il y a une proposition qui est formulée par des jeunes socialistes, notamment par Rémi Goubert, que tu avais pu qui avait participé à ce même podcast il y a quelques temps de cela. C'est celle de la dotation universelle qu'avait proposé Anne Hidalgo durant la présidentielle, de 5 000 €, ça pourrait être plus, ça pourrait être moins, je ne sais pas, mais pour dire que ça envoie un message fort, un signal fort, ça dit l'État fait confiance à sa jeunesse. Vous avez 18 ans, vous avez des rêves, et ben vous allez pouvoir, par exemple, si vous vivez dans une zone rurale, passer votre permis de conduire plus facilement, financièrement, acheter votre première voiture, partir en voyage, acheter un ordinateur pour des études supérieures.
Et il y a une autre mesure qui est très importante et qui permet de concilier justice sociale et justice environnementale, c'est la gratuité des transports en commun. C'est une solution qui doit être au cœur des réflexions que doit mener la gauche, parce que on a une jeunesse, une génération qui a durement vécu le Covid et qui, en plus de cela, vit aujourd'hui dans des situations d'ultra-précarité qui lui donnent l'impression d'être assigné à résidence, qu'au fond, que ce soit d'un point de vue social ou d'un point de vue spatial, elle ne pourra jamais bouger. Et en plus de cela, les transports en commun, les abonnements peuvent quand même représenter une part importante du budget d'un étudiant en région parisienne. Alors il y a un demi-tarif pour les étudiants, mais comme les dossiers mettent du temps à être traités, un étudiant qui peine déjà pour accéder au logement et pour vivre à Paris pour ses études, il doit payer pour pouvoir se déplacer plus de 80 € par mois. Il y a d'autres agglomérations qui, hélas, continuent à augmenter le prix des transports en commun. Je pense que c'est pas ce que doit faire la gauche, et vraiment, on doit avoir un message fort sur ça et dire il faut que les transports publics urbains soient gratuits, et que, en ce qui concerne le train, et encore plus particulièrement les trains du quotidien, les TER, les trains qui sont gérés par les régions, on doit aller vers la gratuité pour les jeunes, sinon vers des tarifs très bas comme ce qui est proposé en Occitanie. C'est formidable. À Montpellier, avec Mickaël Delafosse, à partir du 21 décembre, plus aucun habitant de la métropole, donc de Montpellier plus de la trentaine de communes qu'il y a autour, ne paieront de titres de transport. Pareil pour des trajets plus longs en Occitanie, du 15 juillet au 15 août, les jeunes ont pu bénéficier sur tous les trains du billet à 1 €, ce qui a permis, et ça je l'ai vu dans mon entourage, il y a des jeunes qui ne partent pas en vacances parce que le coût des vacances est important, et des Français aussi de façon générale, et de dire que on peut se déplacer de façon décarbonée tout en en étant dans une mesure incitative, puisque c'est pas contraignant, c'est juste on dit vous avez une alternative, et en plus cette alternative elle est gratuite, c'est formidable, et c'est une formidable mesure pour concilier justice sociale et justice environnementale. C'est ça aussi qui peut donner une certaine façon de l'espoir en l'avenir, c'est de voir la jeunesse qui s'empare de certains sujets, qui n'attend pas certaines décisions, des fois, qui trouve des solutions et qui se bat pour les mettre en application, qui attend pas toujours que ce soit d'autres générations qui agissent dans ce sens-là, mais qui bousculent, qui impulsent. Et je sais, Romain, notamment, que tu es engagé dans une démarche qui s'appelle Génération Gratuité. Sarah? Oui, alors sur la question de la gratuité des transports, évidemment ça va dans le bon sens, juste quand même avec un gros point de vigilance. Moi, c'est une commune, une agglomération, j'habite près d'une agglomération de droite qui a mis en place la gratuité des transports, mais qui au final a réduit le séquençage des passages, qui a mis l'université complètement en dehors du centre-ville, donc avec d'autres difficultés, pas de logement, etc. Donc la question des transports, elle doit être pensée dans un tout, et elle doit être pensée aussi à l'échelle régionale, mais aussi nationale, parce que comme je le disais tout à l'heure, les inégalités sur le territoire, quand un habitant, je sais pas moi, de La Roche-sur-Yon en Vendée fait ses études à Paris, pour revenir voir sa famille de temps en temps, il a besoin du train aussi et des grandes lignes nationales. Et là, il y a vraiment aussi une question d'égalité et une réflexion à avoir. Et je pense encore plus à l'Europe, parce que la question de l'Europe est prégnante sur ces sujets-là, à mon avis, parce que malheureusement, pour faire ces études en Europe, il faut un peu d'argent. Et pourquoi ces études-là, elles seraient pas ouvertes à une majorité d'entre nous, avec la question aussi des transports moins chers pour les étudiants, voire gratuits, ou des jeunes en tout cas, en Europe. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire sur les transports. La deuxième chose, c'est ce que tu évoquais un petit peu, Baptiste, tout à l'heure, c'est qu'il y a un véritable besoin d'une conception politique et philosophique de la jeunesse aujourd'hui. Nous, à Place Publique, on est très engagés là-dessus, et voilà, c'est important pour nous. Mais il faut vraiment
concevoir quelque chose, avoir un regard bien au-delà du bricolage qu'on peut voir actuellement. Quand moi j'entends que si on n'arrive pas à manger, il faut juste apprendre à faire la cuisine, que pour l'écologie, on va apprendre aux jeunes à planter des arbres, et puis pour la question de l'échec scolaire, on va arrêter les textes à trous. Tout ça, c'est du bricolage. Et derrière, il faut vraiment du fond. Et la gauche, moi, à mon avis, on l'attend là-dessus. Et on a beaucoup de choses à construire et on a besoin de beaucoup expliquer, de reprendre ce qu'on a abandonné, c'est-à-dire peut-être de penser que on avait raison et que c'était évident. Oui, on a raison à gauche. Je pense qu'on a véritablement raison, mais c'est pas si compris que ça. Et donc, il faut qu'on reprenne des arguments de fond, qu'on les assène, qu'on les réexplique et qu'on ait du contenu. Voilà. Mais si ce n'est pas la gauche qui est radicale, qui le sera? Ça, c'est une vraie question, et moi je pense que nous devons l'être. Nadia, quel est ton regard sur ça? Je sais aussi que tu étais à la fête de l'UMA, et donc la jeunesse a dû discuter, échanger. J'ai vu qu'elle a interpellé aussi Fabien Roussel. Donc, qu'est-ce qu'attend la jeunesse? Du radical, la gauche doit être au rendez-vous? Ah oui, la gauche doit être au rendez-vous, et Sarah, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. La gauche doit porter ce combat, et oui, la jeunesse a son mot à dire, et en effet, c'est pas avec 2-3 mesurettes qui sont complètement dénuées de sens, qui sont proposées par le gouvernement, qu'on arrivera à quelque chose. Et oui, enfin, c'est à la gauche de reconstruire tout ce qui a été totalement déconstruit en fait finalement par ce gouvernement. Et en fait, j'ai envie de rappeler que l'éducation est un droit humain fondamental, c'est un fondement constitutionnel, c'est l'une de nos plus grandes richesses, à la fois à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle du pays. L'éducation, c'est ce qui construit notre société finalement, et c'est aussi nos premiers pas en société. C'est là où en fait on apprend à faire société, on fait nos premières rencontres, on apprend les savoirs fondamentaux, lire, compter, écrire, l'esprit critique, et j'essaye de faire des liens avec la fête de l'UMA. Moi personnellement, j'ai plutôt assisté à des conférences sur l'hégémonie culturelle et le fait de combattre l'extrême droite. Et moi, j'en ressors quand même très 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 positive, remontée à bloc, envie de continuer la lutte. Et ça met vraiment du baume au cœur de voir en fait tous les camarades réunis dans un moment festif, et non pas dans le cadre de manifestations où on s'oppose à des projets mortifères. Là, c'est dans la joie, on se retrouve et on discute de la façon dont on va reconquérir le pouvoir finalement. Et oui, on a des intérêts communs, il y a de l'entraide, il y a de la solidarité, et loin des petites polémiques qui ne nous feront pas avancer. En fait, oui, on a un ennemi commun, le capitalisme, l'extrême droite, et face à ça, imposons nos idées progressistes, et c'est ensemble. Je te qu'on y laisse la arrivera, parole finalement. encore quelques instants parce que c'est intéressant le sujet dont on traite, et ça me fait penser, tu sais, quand il y a eu la réforme des retraites avec les manifestations dans les rues, et que la jeunesse a commencé un petit peu à se soulever, à dire non, nous on n'est pas d'accord, on veut pas ci, on veut pas ça, et que certains membres de la majorité disaient non mais la jeunesse n'a pas à s'exprimer, elle verra quand elle sera à la retraite, etc., etc. Et on a le sentiment aussi qu'il y a une certaine génération qui voudrait que soit la jeunesse se taise, soit que la jeunesse soit une caution, tu sais, comme si les jeunes c'était pas dedans, c'était à côté. Donc on fait des groupes de jeunes, on fait des consultations auprès des jeunes, mais la jeunesse, non, la jeunesse elle est ce qu'elle est, mais entre 18, 19, 20, 30, peu importe l'âge, elle a des choses à dire. Elle a vécu des choses, peut-être moins, peut-être différemment, mais elle a des choses à dire. Donc la jeunesse ne doit pas être à côté, la jeunesse doit être à l'intérieur, au centre. Mais sois jeune et tais-toi, j'ai envie de dire, pour paraphraser Salomé Saké. Et oui, ça, c'est insupportable, en fait, de nous silencier constamment, et de nous ramener à l'argument de dire finalement, non, vous n'avez rien connu de la vie, vous n'avez pas votre mot à dire. Si, finalement, enfin, nous aussi, on a nos vécus, et nous aussi, on a des choses à dire. Et puis, enfin, en fait, c'est
notre pays, c'est notre société, et ce sera notre pays de demain et notre société de demain. Donc en fait, on a aussi notre mot à dire sur la façon dont on veut faire société. Et enfin, moi, je suis quand même très déjà contente de voir ce qui se passe. Donc oui, tu le citais tout à l'heure, les jeunes de la NUPES qui sont allés voir les cadres dirigeants des partis de la NUPES pour réclamer une union aux européennes. Enfin, moi, je m'inscris totalement dans cette lignée-là, et je trouve ça important, et on lâche pas le morceau, et il faut continuer. Et ça met vraiment du baume au cœur, parce qu'en fait, il y a rien de pire que la résignation et de se dire de toute façon, tout est perdu, tout est fini. En fait, nous les jeunes, on est là, et après voilà. Enfin, je fais pas de clivage non plus. Si on en est là, c'est aussi grâce aux générations qui étaient derrière nous et qui ont mené les combats qu'il y avait à mener. Mais voilà, on s'inscrit dans cette continuité, et on dit haut et fort, non, on ne veut pas de ce monde-là, quoi. Romain, je te laisse la parole. Assignation à domicile d'une certaine liberté d'expression aussi, peut-être? Oui, mais évidemment, on l'a vu ces dernières années avec une répression forte du gouvernement sur les différents mouvements sociaux et d'ailleurs les mouvements tout court qui sont pas nécessairement organisés par des syndicats. Et moi, je me rappelle que dans ma faculté, les étudiants, lors du Covid, avaient monté une association qui s'appelait les étudiants fantômes, et prenaient la parole dans la rue, sur les réseaux sociaux, à la télévision, pour défendre le droit à l'éducation. Alors évidemment, on était dans un contexte sanitaire qui imposait des restrictions afin de limiter la transmission du Covid, mais la jeunesse, elle veut voir plus loin, et elle ne veut pas se voir assignée à résidence, et voilà. Oui, c'est très intéressant, et ça me fait penser, toi tu as la chance d'être à Montpellier, dans une ville quand même où il y a brassage des populations, où il y a de la jeunesse, mais on peut se mettre à la place du territoire rural où il n'y a pas grand monde. Comment s'organiser, comment avoir accès à certaines choses. Vous y pensez à ça aussi, à des disparités territoriales? Pour ça, c'est aux différents partis et mouvements de gauche que la responsabilité revient. Et je pense que c'est le cas d'ailleurs pour bon nombre de nos partis, et peut-être même encore plus pour le Parti socialiste, on a perdu les organes de formation. On n'arrive plus à former des militants, ce qui fait que souvent, et c'est encore plus le cas, j'ai l'impression, dans les organisations de jeunesse politique à gauche, on a une forme d'entre-soi, c'est-à-dire qu'on représente souvent des étudiants, des diplômés, des cadres supérieurs qui vivent en milieu urbain, et la gauche peine dans les territoires ruraux qui ont été conquis par le RN. Moi, je viens d'un village près de Perpignan. Il y a 3 ans, le RN, ils avaient rien. Aujourd'hui, ils ont la ville-centre qui est Perpignan, et ils ont gagné aux dernières législatives les 3 circonscriptions. Il faut que la gauche, y compris la jeunesse de gauche, porte des mesures pour une gauche populaire, et une gauche qui arrive aussi à concilier social et écologie. Pour pas que... faut que l'écologie, elle soit choisie plus que subie. Et je suis de toute façon d'accord avec une bonne partie du programme de la NUPES sur ce point. Il faut bloquer les prix des produits de première nécessité, il faut faire du bio, mais je vois aussi, heureusement, qu'on a ce dernier barrage républicain que sont les collectivités, parce que la gauche a encore beaucoup de collectivités qui et les différentes majorités sont souvent composées des différentes sensibilités de la gauche. En Occitanie, on est la première région pour l'agriculture biologique d'Europe. Donc c'est très simple. Par exemple, à Montpellier, pour la question de la restauration scolaire, dans les villes où ils font toujours de l'ultra transformé, ils font venir des produits de l'autre bout de la France, voire de l'autre bout de l'Europe, les parents ont dû subir des augmentations très significatives sur le prix du repas. Quand c'est une collectivité de gauche, c'est le cas à Montpellier, mais aussi ailleurs, on fait du bio, on fait du local, voire de l'ultra local. C'est de l'écologie qui est choisie, puisque les parents sont ravis de mettre leurs enfants à la cantine, parce que la tarification, elle est sociale, elle est solidaire, elle est très basse pour les parents à faible niveau de revenu,
Et en même temps de ça, les enfants, ils ont accès à une alimentation de qualité. Ça marche aussi pour la gratuité des transports, enfin ça marche pour plein de choses, pour plein de conquêtes qu'on doit porter la gauche, y compris dans les territoires ruraux. Avant de laisser la parole à Sarah, parce que c'est intéressant ce dont on parle par rapport à une certaine forme de radicalisme. Et je sais que Raphaël Glucksmann, Place Publique, qui s'est lancé à la course pour les européennes, il est assez apprécié et son message, il est quand même assez bien perçu par la jeunesse, notamment vis-à-vis des Ouïghours ou d'autres sujets. La jeunesse, elle attend ça aussi. Elle attend des prises de position radicales, courageuses, assumées. Le demi ou la petite mesurette, tu le disais tout à l'heure Sarah, la jeunesse elle a pas forcément envie de ça, elle veut des choses structurées, claires, précises, elle veut savoir où elle va, quitte à ce que ça soit peut-être un peu trop radical. Ouais, et alors peut-être différencier la polarisation de la vie publique et la radicalisation en fait, enfin la radicalité même. Ce qui plaît, je pense, et ce qui porte, ce qui a porté les causes de Raphaël, c'est justement cette notion de cause. C'est-à-dire que on a un discours clair, on a un discours précis sur des choses, sur des luttes qui vont changer le monde. Et clairement, la question des Ouïghours a permis aussi de travailler la question du devoir de vigilance aux Européennes. Et ces causes claires, assumées, sont véritablement des lieux de combat parce que, en même temps, ils paraissent, et ils le sont, absolument justes et absolument justifiés, et en plus, ils s'opérationnalisent au niveau politique. Donc, moi, je crois beaucoup à ce type d'action, parce que je pense que c'est comme ça peut-être qu'on incorporera à nos mouvements politiques les jeunes une jeunesse qui n'a pas finalement envie d'un discours institutionnel, qui a envie d'autre chose. Et ça, je pense que c'est hyper important. Bon, ce que vous avez dit, moi, sur la question de faire taire la jeunesse, je trouve ça évidemment très 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 prégnant, avec un discours décliniste qui est absolument méprisant à mon avis. Et tu parlais de Salomé Saké, Nadia, que je trouve intéressante sur cette question-là aussi. Ensuite, peut-être pour revenir sur la question, Romain, tu parlais d'éducation populaire, en fait. Ce qu'on faisait dans les mouvements politiques autrefois, on le fait beaucoup moins. C'est-à-dire la question de l'éducation populaire. Maintenant, l'éducation a été reprise en main, soit par les groupes privés, soit par l'État. Donc, il y a quand même, il manque un peu de ces assos et de ces mouvements politiques qui formaient. Par contre, il y en a un qui a bien compris qu'il fallait faire ça, et qui a bien compris qu'il fallait faire la formation de ses membres et de ses cadres, c'est le Rassemblement national. Et eux, ils le font, croyez-moi. Donc, on a intérêt, nous, tout intérêt à gauche de nous aussi travailler là-dessus. Et puis enfin, je voudrais répondre à Nadia peut-être sur la question des européennes, parce que c'est vraiment intéressant. Nous, aux dernières élections européennes, on était absolument pro-rassemblement et on comprenait pas du tout que les gens n'aient pas envie de se rassembler. D'abord, la première chose, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait perdu énormément de temps au détriment du fond à faire de l'arrière-boutique. Et ça, nous, on a vraiment beaucoup de mal à le supporter, à perdre du temps sur ces questions de stratégie, de qui sera en deuxième, qui sera en troisième sur la liste, etc. Enfin, ça. Pendant ce temps, on n'entend pas nos discours, en fait. On n'entend pas les arguments politiques. Deuxièmement, peut-être qu'il ne faut pas confondre le scrutin des européennes avec celui des prochaines présidentielles. Effectivement, pour moi, les prochaines présidentielles, il va falloir qu'on réunisse, mais peut-être que l'Europe va pas se faire confisquer les élections européennes par le Rassemblement national et la majorité qui veulent absolument en faire quelque chose de national. Et le scrutin européen, c'est un scrutin proportionnel. Donc ça veut dire que on peut très bien, au contraire, démultiplier des discours complémentaires et de gauche pour se faire encore plus entendre. Peut-être que ça, c'est une chose qui est vraiment importante. Et enfin, avoir un discours clair, c'est aussi assumer nos désaccords à gauche. C'est pas grave, mais on n'a pas tout à fait la même vision de l'Europe partout sur l'échiquier de gauche, en fait. Et ça, c'est aussi important d'être clair, d'offrir une polarisation droite-gauche, mais une gauche aussi parfois en nuance.
c'est quelque chose de très intéressant qui, à mon avis, permettra d'avoir un discours beaucoup plus clair et parler de contenu vraiment. Et puis depuis les dernières européennes, il y a eu quand même la guerre en Ukraine. Et là, il y a des positionnements qui sont absolument importants, à mon avis, à défendre clairement. Nadia, je te laisse du temps, hein, puisque tu arrives en retard. Oui. Tu as du temps à rattraper, comme on dit. Eh bien, c'est parti. Ouais, non, mais je suis totalement consciente des arguments qui consisteraient à défendre des listes séparées finalement pour les européennes. Après, c'est vrai que moi, j'ai envie de croire en une liste unique. Les sondages, de toute manière, nous donnent gagnant que l'on parte unis ou pas. Enfin, si on fait des listes séparées, on ressort gagnant et avec plus de sièges. Et ça, c'est un argument que j'entends aussi. Et c'est important aussi parce que le Parlement européen ne fonctionne pas comme le Parlement en France. Mais en fait, après, j'ai peut-être tort de penser comme ça, mais moi, en fait, le contexte politique et la façon dont fonctionne la politique aujourd'hui, avec une place accordée aux médias qui est beaucoup trop importante, en fait, le jour des résultats, on va présenter les résultats des listes séparées. Et certes, si on cumule les résultats, on sera en tête, mais en fait, les médias vont pas du tout s'amuser à faire des graphiques avec des diagrammes empilés, etc. Et en fait, pour un public qui n'est pas forcément très politisé, je dis ça sans dénigrement, mais en tout cas pour le grand public qui allume BFM ou qui allume TF1, eh bien si ce public-là voit le Rassemblement national en tête, ce sera encore une victoire pour le Rassemblement national. Et c'est dommage, enfin moi je le regrette, hein, c'est dommage de devoir tomber là-dedans et de devoir faire des petites stratégies politiques, etc. Pour en fait juste être donné gagnant par les médias. Mais en fait, j'estime que pour le moment, on n'a pas trop le choix. Il faut jouer le jeu aussi des médias. Et donc ça, c'est plus sur la forme. Et après, sur le fond, on a quand même eu, en tout cas du côté de la NUPES, il y a quand même eu une alliance sur un programme avec plus de 690 mesures. Alors oui, après, c'est vrai qu'il y a des positions qui divergent entre les partis sur les positions de l'Europe, de l'Union européenne, et oui, la guerre en Ukraine, c'est vrai, mais j'ai envie de croire que nos intérêts communs prennent le dessus sur nos divergences, et puis en fait ce qui est le plus important, c'est le débat, et on peut assumer clairement nos différences. Ça veut pas dire qu'on votera forcément toujours la même chose, mais en tout cas, moi, la force symbolique en fait de la liste unie est pour moi super importante. Mais tu vois, et c'est aussi l'objet de cet épisode, de parler de jeunesse, de précarité, de problèmes et de solutions. C'est l'idée de se dire qu'à gauche, pour fédérer, un ciment est essentiel, important, obligatoire, on va le dire comme ça, et les attentes de la jeunesse sont une possibilité pour être ce ciment-là. Parce que la jeunesse, dans les enquêtes d'opinion, elle souhaite de l'écologie, du bien-être animal, et surtout, tout ce qui est en lien avec l'égalité femmes-hommes, la formation, l'émancipation, la liberté, de se construire, d'avoir la maîtrise de son destin, etc., etc. Donc ça, ce que la jeunesse demande, ça devrait être un ciment, voire le ciment de l'union de la gauche. Tu penses pas, Nadia ? Ah mais si, totalement, hein. Et c'est bien pour ça que les jeunes de la NUPES ont travaillé sur un programme de 166 propositions pour une liste unie aux européennes. Et c'est totalement le cœur de leur proposition, justement, d'avoir un programme social et écologiste. Donc pour moi, c'est loin d'être impossible. On a de quoi s'unir. Après, il y a plus qu'à, quoi. Mais on verra ce qui se passera. En tout cas, c'est pas ce qui est en train de se dessiner. Après voilà, si ça se fait pas, faut pas prendre ça comme un échec, et il faut en tirer aussi du positif, parce que voilà, il y a quand même des arguments en faveur
de cette séparation de liste, et faut repartir, quoi. Faut pas se dire que c'est la fin des gauches et se laisser abattre. Enfin non, faut vraiment continuer les luttes, rester unis, et voilà, Sandrine Rousseau le disait hier, et ça m'avait un peu marqué. Elle disait que en fait aucun de nos partis ne gagnera séparément des autres, et je pense qu'elle a raison, et loin des guerres d'ego, en fait faut y aller, et les enjeux sont beaucoup trop importants, et on ne peut plus avoir des gouvernements de droite et d'extrême droite au pouvoir, et pour ça il faut y aller, quoi. Sarah, est-ce que tu veux réagir sur ça avant de passer à la dernière question rituelle? Oui, peut-être dernière chose. Vas-y, Moi, vas-y. je suis absolument d'accord sur le rassemblement, et ce que tu dis, Nadia, est absolument juste sur les élections nationales. J'ai un positionnement un peu différent sur l'Europe, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai vu fonctionner le Parlement européen. L'urgence, là, c'est pas de répondre aux desiderata, à mon avis, des médias, c'est de faire en sorte qu'on puisse être acteur et actif au Parlement européen. Et pour répondre à ces questions de transition écologique, de guerre en Ukraine, de corruption aussi, parce que voilà, c'est hyper important de travailler sur ces sujets-là. Et en fait, là, il faut qu'on soit peut-être un peu pragmatique. L'enjeu pour ces élections, c'est qu'on soit le plus nombreux possible à défendre ces choses-là. Et les sondages montrent que, séparés, finalement, on pourrait gagner plus de sièges encore. Et c'est pas grave, je suis d'accord avec toi, Nadia, c'est pas grave si sur ce scrutin-là, finalement, on répond pas au dogmatisme un peu parce qu'on se fait confisquer, en fait, ces élections européennes, là. Les médias et le gouvernement et l'extrême droite nous confisquent le fond au profit de la croûte politique, on va dire. Mais là, nous, on a des urgences, faut qu'on s'occupe vraiment de choses importantes et de fond. Et plus on sera là-bas ensemble à se battre, mieux ce sera. Et puis par contre, pour tout ce qui est national, effectivement, tout ce qui est présidentiel, législatif, évidemment que toutes les listes d'union seront bonnes à prendre. On sait que c'est compliqué, mais ça viendra. Si on arrive à parler de fond, forcément qu'on se rassemblera à un moment. Quelle est pour toi ta définition, ta vision de la camaraderie, et qu'est-ce que t'évoque ce mot camarade? Alors, camarade, pour moi, évidemment, c'est coloré. Moi qui ai vécu dans une famille de gauche très laïque, voilà, pour moi, c'est les vacances, c'est tout ça, avec nos amis à chanter l'Internationale. Voilà ce que ça m'évoque d'un point de vue personnel. Après, d'un point de vue peut-être plus politique, ça m'évoque une famille de gauche complémentaire, avec des intérêts communs, des activités communes, des idées communes, mais avec parfois des désaccords qui ne doivent pas être peut-être des épreuves insurmontables. Voilà. Et puis, dernière chose, cette camaraderie de gauche, elle me fait aussi penser à cette jeunesse dont on vient de parler, à cette jeunesse, à ces camarades de récréation qui deviennent camarades de formation, et puis camarades sur les bancs de l'université parfois. Et cette génération, moi j'ai envie de dire que, comme Miossec, c'est une chanson de vieux, mais qui disait « on était tellement de gauche quand on était jeune ». Et ben j'aimerais bien qu'on garde un peu, nous tous, chacun un peu de cette jeunesse de gauche et cette camaraderie de gauche qu'on ait 10, 15, 20, 30, 50, 60 ans. Voilà. Merci Sarah de ce mot de la fin, et merci à vous trois d'avoir été présents pour ce 6e épisode du podcast Camarades. Merci Nadia de nous avoir rejoints en cours de route, et merci d'avoir exprimé ta vision et ton ressenti par rapport à ces situations qui révoltent beaucoup de précarité étudiante. Camarades, le podcast. Premier podcast avec des débats et des discussions entre camarades de toute la gauche.